On débute avec le sénateur du jour. Il est élu du Vaucluse, siège dans le groupe Les Républicains et préside donc la commission des affaires sociales du Sénat. Bonjour Alain Milon. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive dans l'hémicycle cet après-midi. Mais d'abord, ce tremblement de terre, il était presque midi hier quand un fort séisme a été ressenti dans le sud-est de la France. L'épicentre du séisme se trouve à Montélimar. Le récit et les dernières informations avec Flora Sauvage. La secousse d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter n'a duré que quelques secondes, peu avant midi hier, près de Montélimar, dans la Drôme. Mais elle a fait de nombreux dégâts dans la commune du Teil en Ardèche. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Une trentaine d'habitants ont été hébergés dans un gymnase pour la nuit. La maison s'est déplacée de 1 mètre de chaque côté. Et à premier abord, j'ai cru que c'était le gaz qui avait explosé. L'épicentre du séisme se trouve à une dizaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Cruas, en Ardèche, et à une trentaine de kilomètres du site de Tricastin, dans la Drôme. Selon l'agence de sûreté nucléaire, aucun dégât apparent n'a été constaté. Sur le site de Cruas, en Ardèche, le seuil sismique vibratoire a déclenché une alarme sur un seul des 5 capteurs présents sur le site. Conformément à la procédure de sécurité et de précaution établi par l'opérateur, un arrêt des réacteurs surviendra dans les prochaines heures. L'arrêt des réacteurs de la centrale de Cruas devrait durer plusieurs jours. Le réseau Sortir du nucléaire rappelle que la magnitude du séisme qui s'est produit hier était supérieure au séisme majoré de sécurité pour lesquels les centrales du Tricastin et du Cruas ont été construites. Alain Milon, votre département du Vaucluse a également été touché. Vous y étiez d'ailleurs. Comment ça a été ressenti, ce tremblement de terre ? Oui, le département de Vaucluse n'a pas été touché directement, puisque c'est en Drôme-Ardèche. Nous sommes plus au sud, à une cinquantaine de kilomètres au sud. Mais vous l'avez ressenti ? Par contre, nous l'avons ressenti et entendu, oui. Nous étions dans les manifestations du 11 novembre à Sorgues, et c'est vrai qu'on l'a entendu, tout au moins. Ressenti, non, on n'a pas senti la terre trembler, ou quoi que ce soit, mais on a bien entendu un bruit assez spécifique quand même, qu'on reconnaît assez facilement. 2 centrales nucléaires sont situées dans la zone du séisme, celle du Tricastin et celle de Cruas en Ardèche, qui est d'ailleurs à l'arrêt par précaution pour faire un audit approfondi. Alors EDF se veut rassurant, dit qu'il n'y a pas de risque, mais est-ce que quand même ça pose une fois de plus la question de la sécurité de ces centrales nucléaires ? Très probablement, sauf que les sismologues, les spécialistes en tremblement de terre disent que nous ne sommes pas à ce niveau-là, au niveau de Tricastin et de Cruas, dans une zone de tremblement de terre, et que c'est assez exceptionnel. Donc, a priori, d'après ce que dit EDF, il n'y a pas de danger grave et immédiat pour l'ensemble de la population. Et donc, s'ils ont arrêté, ils disent que c'est un arrêt par précaution. Il faut attendre maintenant les résultats de l'enquête qu'ils vont mener sur le sujet. Tricastin n'ayant pas été directement touché, quand même. Mais pas plus d'inquiétude que cela, selon vous, sur ces centrales nucléaires ? Pour l'instant, non. À part leur vieillissement. Autre sujet de ce week-end, c'est cette marche pour dire stop à l'islamophobie qui a rassemblé plus de 10 000 personnes à Paris. Il y a une polémique après cette marche sur cette étoile jaune portée par certains manifestants, dont une petite fille qu'on a vue en photo à côté de votre collègue, la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Oui. Quel a été votre sentiment en voyant cette photo ? Mais, au départ, quand on la voit comme ça, voir une étoile jaune, ça évoque beaucoup de choses du passé et beaucoup de choses inadmissibles qui sont passées dans le passé. Après, quand on regarde bien, mais il faut avoir une analyse fine, c'était pas une étoile à 6 branches, mais une étoile à 5 branches. Donc il y avait probablement de la part des organisateurs une volonté de rattacher l'islamophobie à ce qui s'est passé dans le passé au niveau de l'Allemagne nazie. Et puis, en même temps, une volonté de ne pas trop se rapprocher en mettant 5 branches plutôt que 6. Mais il n'empêche que ce qui est retenu aujourd'hui, c'est l'image du passé, c'est cette volonté de faire en sorte que l'ensemble des musulmans sont considérés en France comme les juifs étaient considérés du temps d'Hitler en Allemagne. Et donc, c'est extrêmement choquant parce que M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy ne sont pas M. Hitler, loin de là. Les musulmans sont considérés
considérés comme des citoyens normaux sur l'ensemble du territoire national. Et il est donc nécessaire de revenir à plus de raison. Donc vous êtes choqué quand même par ce qui s'est passé et par ce symbole qui a été mis sur certains manifestants. Autre question d'actualité aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau et Xavier Bertrand qui seront reçus par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur leur proposition d'interdire les listes communautaires. Est-ce que vous y êtes favorable ? Oui. On peut remarquer d'abord que et Bruno Retailleau et Xavier Bertrand, qui sont favorables à l'interdiction des listes communautaires, font partie de courants un peu différents au sein de ce qu'on appelle la droite. C'est un euphémisme. Oui, tout à fait. Au sein de ce qu'on appelle la droite. Donc, s'ils sont d'accord sur ce sujet, c'est bien parce qu'il existe quand même un problème de communautarisme sur l'ensemble du territoire national. Et il est important de faire respecter la laïcité d'abord, ce qui nous semble être quelque chose qui marque quand même la France au niveau international. Peu de pays sont autant laïques que la France, tout en admettant l'ensemble des religions possibles. Donc il est nécessaire de garder ce point de laïcité qui me semble être le plus important et d'empêcher que le communautarisme en tant que tel devienne un parti politique qui pourrait dans l'avenir mettre en danger la démocratie. Vous dites, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, c'est deux lignes opposées. Est-ce que finalement la droite ne met pas en avant ce sujet parce que c'est le seul sujet sur lequel elle est d'accord et où tout le monde parle d'une seule voix ? J'ai pas dit deux lignes opposées, deux lignes différentes au sein de la même droite. Et je pense que l'honneur de la droite, c'est justement d'admettre des citoyens qui, sur certains sujets, peuvent avoir des différences importantes. Donc pour la droite, c'est bien de parler de ce sujet. Au contraire. C'est un des seuls sujets sur lesquels elle est d'accord. Non, de seul sujet, sûrement pas. Il y a le PLFSS, il y a le PLF, il y a la sécurité nationale. Il y a aussi beaucoup de sujets sur lesquels elle n'est pas d'accord. Il y a les travaux, etc. Non, il y a beaucoup de sujets. On va parler du PLFSS justement, puisque le Sénat débute aujourd'hui l'examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. On en parle avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Alain Milon. Bonjour. Et Alex, on va parler de ce projet de loi, ce budget 2020 qui creuse le fameux trou de la Sécu. Et oui, on peut dire que cette année, le gouvernement a plombé les comptes de la sécurité sociale. Regardez dans cette infographie l'évolution du budget de la Sécu depuis l'élection d'Emmanuel Macron. En 2018, ça avait plutôt bien commencé avec un déficit à 1,4 milliard d'euros. En 2019, le trou de la Sécu était quasiment résorbé. Et puis cette année, patatras, un déficit de 5,5 milliards d'euros prévu pour 2020. Alors comment expliquer cette situation ? Eh bien, le mouvement des Gilets jaunes est passé par là. Et oui, les mesures en faveur du pouvoir d'achat vont coûter 2,7 milliards d'euros à la sécurité sociale. Le problème, c'est que l'État ne veut pas compenser ces mesures au budget de la sécurité sociale, alors qu'elles relèvent normalement du budget de l'État. Les sénateurs, dans le débat, vont donc rétablir les compensations de l'État. Et puis, autre point important dans ce débat, le budget de l'hôpital pour 2020. Et là, pour les sénateurs de droite comme de gauche, le compte n'y est pas, tout simplement parce que le gouvernement ne consacre pas assez de moyens à l'hôpital. Écoutez le sénateur socialiste Yves Daudigny. Avec une progression des dépenses pour l'hôpital fixée à 2,1, aucune réponse sérieuse, aucun début de solution ne peut être apporté. Alors, ceci d'autant plus que la ministre a indiqué un plan hôpital qui serait présenté au courant du mois de novembre, après la manifestation de la semaine prochaine, avec des moyens. Alors, on pose la question de l'utilité de débattre dans le PLFSS si, dans le même temps, une autre loi de financement bis ou un PLFSS rectificatif doit être présenté. Il y a un autre point qui va être intéressant dans ce débat du budget de la Sécu, c'est celui sur les retraites, puisque les sénateurs de droite sont favorables à un recul à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Notez que dans ce budget, le gouvernement a également prévu un quasi-gel des pensions de retraite supérieures à 2 000 euros. Et pour les sénateurs, c'est non. Ils vont donc rétablir une hausse de 1% de ces pensions sur le niveau de la hausse des prix, tout comme les prestations familiales qui avaient été gelées par le gouvernement. Donc le débat s'annonce tendu entre les sénateurs et le gouvernement. Merci beaucoup Alex. Alain Milon, le débat il s'annonce tendu entre sénateurs et gouvernement dans ce texte. Ça a été dit toute la semaine. Probablement, ça a été dit toute la semaine, je crois en effet, mais je voudrais revenir sur ce qui a été présenté. Quand on dit le premier budget de sécurité sociale de M. Macron 2018, déficitaire de moins 1 milliard et des poussières, 800 millions quand même de poussières. C'est pas le PLFSS de M. Macron, c'est quand même le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le dernier présenté par M. Hollande et Marisol Touraine, qui avait d'ailleurs été présenté à l'équilibre.
Un équilibre à moins 1,8 ou 1,9, c'est pas tout à fait un équilibre. Le premier PLFSS de M. Macron, c'est le 2019. Et c'est vrai qu'il avait été présenté avec un déficit de 200 millions seulement. Quasiment l'équilibre. Sauf qu'au bout du compte, il n'est pas à 200 millions, mais à moins 5,4 milliards de déficit. Et c'est assez considérable et c'est dû aux mesures Gilets jaunes qui ont été décidées par le gouvernement et qui ont d'ailleurs été votées et par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Notamment le taux réduit de CSG pour certains retraités et l'exonération des heures supplémentaires. Et donc nous en arrivons à ce 2020 où là il est présenté en déficit de moins 5,1 milliards d'euros, ce qui est un déficit considérable, c'est-à-dire qu'on revient sur des déficits antérieurs à certains PLFSS de la mandature de M. Hollande. Mais ce déficit est dû pour près de 3 milliards à des décisions prises par le gouvernement sur des exonérations, etc. Et pour près de 2 milliards, un peu moins, il ne faut pas retenir les chiffres exactement, qui sont dus à une non-augmentation de la masse salariale. Donc il y a deux sujets importants. Le sujet de la compensation des décisions prises par le gouvernement. Mais vous dites clairement l'État fait payer à la Sécu les mesures Gilets jaunes. C'est la Sécu qui paye. Tout à fait. C'est la Sécu qui paye une partie de ces mesures. Le reste, c'est le budget d'État et la dette, puisqu'en fait, l'ensemble des mesures Gilets jaunes sont payées par la dette. Et donc c'est quand même très inquiétant, surtout pour la sécurité sociale. Est-ce que ça, pour vous, ça met en danger l'indépendance financière de la Sécu, son autonomie ? Oui, complètement. Mais déjà depuis un bon moment. Depuis que l'État a décidé, par exemple, de supprimer les cotisations salariales au bénéfice de la CSG. La CSG étant un impôt, et non pas une contribution sociale, malgré son nom, c'est Bercy qui contrôle. Et donc on voit que progressivement les impôts prennent le dessus sur les cotisations et donc que progressivement la gestion de la sécurité sociale, qui était une gestion paritaire à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et du Comité national de la Révolution de la Résistance, et là maintenant on arrive à un système que j'ai appelé il y a 2 ans en arrière d'un terme qui a beaucoup de succès actuellement, c'est une bercisation du système, c'est-à-dire que c'est Bercy qui contrôle progressivement l'ensemble de la sécurité sociale, et c'est quelque chose qui n'est pas dit. On n'a pas demandé aux Français s'ils étaient d'accord ou pas sur ce système. Je pense que chaque système a ses qualités et ses défauts. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on supprime le système paritaire tel qu'il avait été fait et par M. Cachin et par le général de Gaulle, mais pourquoi pas, mais il va faut demander à ce moment-là aux Françaises et aux Français s'ils sont d'accord. L'autre sujet, c'est l'hôpital, puisque ce budget tombe en pleine crise des hôpitaux. Il y aura une grande manifestation le 14 jeudi. En quoi ce budget n'est pas à la hauteur de la crise ? C'est ce que dit l'opposition de droite. Ce budget et les budgets antérieurs ne sont pas à la hauteur de la crise parce que, progressivement, à la suite des ONDAM, les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie, qui ont été mis du temps de la mandature de M. Hollande à 1,7% et depuis M. Macron à 2,3 ou 2,1 pour cette année d'augmentation des dépenses. On sait que l'augmentation... Alors que la progression serait plus de 4,5. L'augmentation tendancielle est à plus de 4. Plus de 4,5, plus de 4 plutôt. Entre 4 et 4,5. Donc pour vous, il faut augmenter ces dépenses de santé ? Il faut et à la fois augmenter les dépenses de santé et à la fois trouver des ressources pour augmenter ces dépenses de santé. Quand on dit qu'une augmentation tendancielle de l'ONDAM est de 4, ça veut dire qu'il faut trouver 8 milliards. Les dépenses étant en moyenne de 200 milliards, 4 d'ONDAM, c'est 8 milliards de dépenses supplémentaires accordées, ce qui est considérable et ce qu'on ne trouve pas d'une année sur l'autre, parce que c'est 8 milliards d'une année sur l'autre. Donc il faut à la fois faire des mesures de restriction ou des mesures d'organisation pour avoir moins de dépenses, en particulier dans tout ce qui est dépenses redondantes ou récurrentes, comme des dépenses d'imagerie médicale ou de biologie. Et puis, dans le même temps, en faisant ces mesures, prendre des ressources nouvelles là où elles se trouvent. Il y a... le gouvernement parle des laboratoires pharmaceutiques, c'est vrai qu'ils font des ressources supplémentaires, mais il n'y a pas que les laboratoires pharmaceutiques. Il y a par exemple les organismes complémentaires d'assurance maladie. Mais le Agnès Buzyn doit annoncer un nouveau plan hôpital dans les semaines à venir. Est-ce que pour vous, ce plan, il doit contenir des mesures financières immédiates ? Est-ce qu'il faut par exemple une enveloppe telle qu'elle a été donnée aux Gilets jaunes ?
ce serait peut-être insuffisant. Dans l'enveloppe globale des Gilets jaunes, je crois que c'est près de 11 milliards. Pour l'hôpital, ce serait peut-être insuffisant actuellement, puisqu'il manque de personnel, il manque d'investissement, il manque de matériel. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'elle doit dire Agnès Buzyn dans les prochains jours? Elle l'a dit là dans le JDD, je ne sais pas si vous avez sûrement regardé cette interview très intéressante parce que les mesures proposées sont intéressantes et très intéressantes parce que les mesures proposées ne font pas partie du PLFSS que nous sommes en train de voter, qui sera donc absolument obsolète dès que Mme Buzyn aura fait ses annonces. Donc la nécessité quand même de dire au gouvernement, et pas à la ministre, puisqu'elle a négocié tout ça avec le gouvernement, mais de dire au gouvernement que quand il fait ce genre d'annonce, qu'il le fasse dans le cadre de son PLFSS et pas en dehors du PLFSS en considérant que le Parlement ne sert à rien. Pour vous, c'est le cas? Là, c'est ce qu'a dit Yves Daudigny, c'est ce que disent tous les parlementaires. On nous fait voter un budget qui sera obsolète. C'est le premier point. Les mesures annoncées par Mme Buzyn dans le cadre des mesures d'hôpital sont extrêmement intéressantes, dont une en particulier. Je vais la prendre parce qu'elle me concerne directement. Il y a 7-8 ans en arrière, avec un sénateur socialiste de Bretagne, monsieur, le nom ne revient pas là, Jacques Quilomène, nous avions proposé la suppression des investissements immobiliers de l'hôpital pris en charge par la santé. Ces investissements immobiliers pour l'éducation nationale, par exemple, l'éducation nationale ne paye pas les investissements immobiliers des écoles maternelles, primaires, des collèges, des lycées ou des universités. Les universités un petit peu. C'est l'État qui prend en charge les villes, les communes, etc. Donc là, c'est la santé et la sécurité sociale qui prend en charge les investissements immobiliers. Et avec Jacques Quilomène, nous avions dit, on fait en sorte que ces investissements immobiliers soient repris en charge par l'État ou par la Caisse des dépôts et consignations qui a largement les moyens, ou par une banque sanitaire d'investissement, ou par l'État lui-même. Et j'ai vu que Bercy n'était pas d'accord. C'est quand même une enveloppe de près de 30 milliards d'euros, ce qui n'est pas mince, je suis bien d'accord. Mais enfin, au moment de la mise en place des différents textes sur la SNCF, des dettes ont été prises en charge par l'État, pourquoi pas au niveau de la santé. Le temps file, Alain Milon, je voudrais vous entendre sur un autre point qui est contenu dans ce PLFSS, c'est la droite sénatoriale qui a adopté un amendement, vous en commission, relevant progressivement l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Est-ce que pour vous c'est la seule solution? Non, mais encore une fois... Vous le proposez chaque année finalement? On le propose parce que nous considérons que la mesure paramétrique est nécessaire pour permettre d'assurer à l'ensemble de nos concitoyens retraités une retraite décente et durable. Donc la mesure paramétrique nous semble nécessaire. Il y a d'autres mesures qui nous semblent nécessaires. Ce que nous constatons, c'est les hésitations du gouvernement, encore dernièrement, entre le ministre chargé de la retraite, M. Delevoye, et le Premier ministre. Il y a eu des désaccords il y a une semaine à peine. Et les désaccords sont de plus en plus importants et de plus en plus nombreux. Or, il est évident qu'il y a urgence à modifier le système de retraite. On voit bien quand on regarde les caisses de retraite, le fonds de solidarité vieillesse, il y a un déficit qui devient considérable, qui est prévisible à 2023 à moins 6,5 milliards, ce qui n'est pas une petite somme, encore une fois. Donc vous dites que le gouvernement ne pourra pas se contenter de sa réforme systémique, il faudra prendre des mesures paramétriques? Il faudra que le gouvernement mette en place une réforme systémique globale, ce qui ne semble pas être le cas non plus maintenant, et une réforme paramétrique, sinon, dans quelques années, on sera obligé de revenir dessus. Vous pensez qu'il ira au bout sur sa grande réforme des retraites annoncée, cette fameuse réforme systémique? Je pense que c'est souhaitable, mais je ne suis pas sûr qu'il le puisse. C'est-à-dire pourquoi? C'est empêché politiquement, empêché par la rue, empêché par le temps. Par le temps? C'est trop tard? Il s'est pris trop tard? Ça me semble être trop tard. Allez, on va changer de sujet. Tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Metz. Retrouvez nos partenaires du Républicain Lorrain. Bonjour Philippe Marc. Vous êtes journaliste au Républicain Lorrain. Le Républicain Lorrain qui, dans son édition de ce matin, consacre sa double page d'ouverture au sujet de la biodiversité en ville. Pourquoi ce choix ? Pour plusieurs raisons, en fait. D'abord parce que c'est un sujet particulièrement dans l'air du temps, évidemment, surtout à l'approche des élections municipales où tous les candidats font de l'environnement une priorité dans leur profession de foi. Mais ensuite parce que c'est une thématique qui a toujours intéressé Metz. Il faut rappeler que Metz, c'est la ville de Jean-Marie Pelt, qui est le pionnier de l'écologie urbaine. Et puis enfin, surtout, ce qui a motivé ce dossier, c'est que justement, Metz vient de décrocher le trophée de meilleure grande ville pour la biodiversité. C'est un trophée qui est décerné par des experts du Centre technique national Plantes et Cités et de l'Agence française pour la biodiversité. Alors, la métropole de Lyon a obtenu le titre de capitale de la biodiversité. Qu'est-ce qui fait que Metz a remporté justement ce titre de meilleure ville devant Rennes, Lille, Dijon ou encore Saint-Paul de la Réunion ?
Alors, il y a sans doute plusieurs choses qui ont séduit le jury, mais particulièrement le fait que Metz a réalisé une étude très précise qui détaille le rôle des arbres en ville et les services qu'ils rendent. Et de cette étude, il ressort qu'il ne faut par exemple pas planter le même arbre au bord d'une route ou en zone piétonne. L'un devra capter le carbone, alors que l'autre est chargé de réguler la température. Et puis, il y a toutes ces initiatives que Metz a mis en place ou projette. C'est notamment l'envie de créer un parcours fraîcheur, le projet de planter 20 000 nouveaux arbres d'ici à 2030. Alors, l'idée est d'implanter des espèces qui s'adaptent aux modifications climatiques. Et du coup, en Lorraine, on commence à parler de l'arrivée du micocoulier de Provence ou alors des sapins d'Espagne ou du Colorado. Réchauffement climatique obligé. Après, il y a la gestion d'une forêt proche du centre-ville qui a beaucoup plu aussi au jury parce qu'elle joue un rôle de véritable poumon vert. Et puis, il y a plusieurs initiatives qui vont de l'éco-pâturage au jardin partagé, en passant par la renaturation des berges de la Seille, qui est un petit cours d'eau qui traverse le centre-ville. Et tout ça, il y a une formule d'une élue municipale qui résume très bien la situation. Je la cite, elle dit « Ces initiatives ne régleront pas le problème du réchauffement climatique, mais elles font que ces villes restent vivables pour ceux qui y habitent ». Et Philippe Marc, ce dossier sur la biodiversité, on l'a dit, c'est une double page dans votre journal, mais ce n'est pas la une, puisque vous avez privilégié un autre sujet en une, c'est le séisme en Ardèche, qui est à proximité de plusieurs centrales nucléaires. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Tout simplement parce que la Lorraine, c'est une terre de nucléaire aussi. On a l'implantation d'une des plus anciennes centrales de France, la centrale de Cattenom, et surtout en Lorraine, on a le projet national de la future implantation des déchets, ces fameux déchets du nucléaire dont on ne sait que faire et qui vont être enfouis très prochainement en Lorraine. Donc forcément, c'est un sujet très très concernant chez nous. Merci beaucoup, merci Philippe Marc, républicain lorrain, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Avant de passer à la revue de presse de votre département, Alain Milon, on parlait d'Agnès Buzyn sur l'hôpital. Agnès Buzyn, elle sera auditionnée cet après-midi par le Sénat, par la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Agnès Buzyn, elle se veut rassurante sur les conséquences sanitaires de cet incendie. Est-ce que vous y croyez ? Oui. Oui, je pense que la ministre fait son travail, qu'elle donne à l'ensemble de la population les résultats des analyses qui sont faites par différents laboratoires, différentes agences, et que, a priori, ces analyses sont assez rassurantes. Le problème n'est pas tellement maintenant sur les effets secondaires, parce qu'ils existeront, mais ils seront mineurs très probablement. Le problème est plus, et c'est d'ailleurs la mission de cette mission d'enquête, de savoir comment installer les usines Seveso sur l'ensemble du territoire national. Sachant qu'au départ, elles étaient installées à l'extérieur des villes, mais que c'est les villes qui les ont progressivement rattrapées. Moi, dans ma ville, j'ai 2 usines Seveso. Et c'est vrai qu'au départ, elles étaient installées très loin de la ville et que la ville, progressivement, en s'étendant, elle les a rattrapées. Alors, pour vous, c'est là-dessus qu'il faut que la commission d'enquête devra se pencher. Oui, tout à fait. Savoir comment installer des Seveso et peut-être aussi, comme ça s'est fait chez moi à la Poudrerie nationale, comment installer des produits dangereux loin les uns des autres. À Sorgues, on a la Poudrerie nationale, mais certains produits dangereux sont à Sorgues, d'autres qui pourraient être dangereux pour les produits dangereux de Sorgues sont plutôt à Bordeaux ou à Périgueux. Allez, on va rester dans votre département, on va regarder la revue de presse de votre département du Vaucluse avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Vaucluse Matin. Et oui, Vaucluse Matin qui consacre sa une au séisme historique qui a frappé hier les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Un séisme de magnitude 5,4, très rare en France métropolitaine. C'est le séisme le plus fort en France depuis ces 16 dernières années. Et Vaucluse Matin consacre une double page, regardez, à cet événement avec un bilan qui est assez lourd. 4 blessés, dont un blessé grave, des dégâts sur une dizaine de bâtiments et une centrale nucléaire à l'arrêt. Regardez ce témoignage du maire de la commune du Teil, où se situe l'épicentre de ce séisme. Selon lui, c'est une catastrophe. Des gens ont tout perdu. L'église du centre-ville est prête à tomber. On voit le ciel depuis l'intérieur. J'étais chez moi quand c'est arrivé. J'ai cru que des bombes tombaient. Et la Provence revient également sur ce séisme ce matin.
Et oui, la Provence revient sur le ressenti de la secousse dans le département du Vaucluse et notamment à Avignon. Les pompiers du département du Vaucluse ont ainsi recueilli une cinquantaine d'appels, notamment dans le nord du département, où ce séisme a été ressenti de manière très forte. D'une manière générale, ce séisme historique a été ressenti jusque dans les villes de Clermont-Ferrand et d'Annecy. Merci beaucoup, Alex Poussard. Une réaction très rapide, peut-être, monsieur le sénateur? Non, une cinquantaine d'appels sur Avignon. Sorgues est à 5 km d'Avignon, c'est pour ça qu'on l'a fait. Voilà, et vous nous avez dit que vous l'aviez entendu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de